Voilà. C'est- Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Ça y est. Salut, Voilà. salut. Bonjour tout le monde. Venez, venez, venez. J'ai même les sous-titres en français sur mon téléphone, c'est Ouais, moi incroyable. aussi, je sais pas comment on les vire, les sous-titres, hein. Et puis de temps en temps, tu sais, les sous-titres, c'est un peu olé olé, hein. Tu sais pas ce que... Ouais, ça marche pas tout le temps. Non, Il va falloir parler clairement. ouais. 12 personnes déjà. Allez, quand c'est 15, j'attaque. Ouais. Ouais. Comment ça va tout le monde? Allez-y, hein, n'hésitez Salut. pas à poser vos questions, hein. N'hésitez pas à poser des questions et on On y est là va. pour y répondre. Enfin, toi, tu es là pour y répondre. Moi, je suis que gentil organisateur. Bonjour, bonjour. Salut. Bon, alors, Vincent, déjà, ça y est, 16 personnes, on attaque. Allez, zou. Allez, Vincent, c'est parti. c'est parti. Oui. Vas-y. Déjà, bah, merci de prendre du temps à l'heure de l'apéro pour toi, pour, pour discuter un petit peu. Ouais. Donc, la plupart des... T'as vu la photo que j'ai mis en fond d'écran? Je crois que c'est toi, il y a longtemps. C'est pas moi, c'est des gens avec qui je travaillais il y a quelques années. C'est au nord de Bali. Enfin, c'est moi qui ai prise la photo. Ouais. Bon, donc là, moi, j'avais mis un post pour demander aux gens quel thème ils voudraient qu'on aborde. Et il y a eu beaucoup de trucs sur les dips. Donc, D'accord. Vincent, comment tu définirais un acropora dip et quelles sont les principales espèces? Alors, euh, les DIP, alors si on prend les Allemands, en fait, eux, ils définissent ça comme smooth skin, quoi. Donc en fait, c'est les coraux qui ont peu de corallite radiale. Donc, D'accord, qui ont beaucoup de peau et qui ont une peau assez lisse et sans trop d'aspérité, avec peu de corallite radiale sur les côtés des branches, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils les définissent plutôt pas mal, quoi, hein, parce qu'en fait, voilà, ça concerne quand même pas mal d'espèces qui vivent à une certaine profondeur. donc très Et peu de après, polypes. qui ont très peu de polypes, voilà, exactement, quoi. Alors, D'accord. je vais partager avec vous Ouais, voilà, je sais pas si ça marche. très bien, très bien. Voilà. Donc, Donc, ah, ça, c'est parti, non, ça y est, ça revient. ça revient. Donc ça, c'est, on s'est un peu, on s'est capté un petit peu avant de diffuser sur Facebook. Ça, c'est une ferme d'aquaculture, de coralliculture que Voilà, tu, ça, c'est plusieurs fermes. ouais, C'est en fait, bon, celle en haut, c'est deux sites différents, mais très similaires. Et en bas, c'est deux sites différents. La ferme en haut, en fait, c'est beaucoup de Millepora, de Tenuis, de Microclados, quelques Euphilia grabensis, des Galaxea, des Echinopora. Donc ça, ouais, c'est dans un lagon peu profond. Donc à marée basse, il y a 1 mètre d'eau. 1 mètre d'eau, À d'accord. marée haute, il y a 3 mètres d'eau, on va Et donc dire. ces coraux là, j'imagine que la profondeur, tu la détermines en fonction de leurs besoins en lumière. Euh, Exactement. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle les chalots, quoi. Donc ça, c'est vraiment. Et donc ça, c'est vraiment. Ils sont toute la journée, ils sont remués. Il y a beaucoup de courant, il y a beaucoup de lumière. Enfin, tous les paramètres sont au maximum de ce qui est possible de trouver dans l'océan, quoi. Donc d'accord, après, on a la photo qui est en bas à gauche, qui est ça véritablement le site de là où on cultive la majorité de nos jeeps. Donc là, on doit être à peu près à 15-16 mètres de profondeur ouais, sur un monticule. Donc voilà, donc de tous les côtés, il y a des espèces de pentes et il y a des champs de carduus, des champs de subglabra, il y a des soissonneuils par-ci par-là, des caroliniana, des loripes, des locani, etc., d'accord. etc. Donc ça, c'est vraiment le site de deep par excellence. D'accord. Donc là, il y a Pierre Azéma, je ne sais pas s'il était là ou s'il vient d'arriver, il demandait à quelle profondeur tu cultives les dips. Tu as dit 15-16 mètres, c'est ça, hein? Ah ben voilà, ben après, alors le truc, c'est si vraiment je voulais, je peux cultiver mes dips si je voulais dans 4-5 mètres d'eau, si je voulais. Donc ça, c'est l'exemple, la photo qui est en bas à droite. C'est une autre ferme Ouais, où on fait un peu de tout, qui est dans une baie fermée, super turbide, où l'eau est très trouble. Et là, je cultive aussi des dips dans 5-6 mètres d'eau, quoi. Mais comme l'eau est très trouble,
Je Ils peux les chopent pas la cultiver moins lumière, profond. quoi. Ils Voilà, ont il y a moins de moins de lumière. lumière, ceux dans l'eau trouble, Ils ont j'imagine. moins de lumière, mais ils ont beaucoup plus de nourriture. Donc voilà. Mais bon, la ferme par excellence, voilà, c'est entre, on va dire, à partir de 12 mètres, entre 12 et 20 mètres de profondeur pour du deep, quoi. Mais après, voilà, il faut toujours prendre en compte la turbidité de l'eau, quoi. D'accord. Est-ce que tu as mesuré le parc qu'ils reçoivent à 15-16 mètres? Non, malheureusement, je suis pas D'accord. équipé pour. Je pourrais mesurer le par sur la ferme pas profonde, parce Ouais. que je peux garder Le l'appareil truc, en dehors ouais, de l'eau, voilà. quoi, Hmm. mettre le câble sous l'eau et la sonde sous l'eau et garder l'appareil en dehors de l'eau, quoi. Et malheureusement, j'ai pas d'appareil qui me permette de mesurer le par à 15 mètres de profondeur. Ouais, il faudrait une rallonge entre la sonde et l'appareil. Ouais, Oui, ou alors faudrait un appareil qui soit conçu pour aller sous l'eau, quoi. ouais, 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 ouais. Euh, Donc j'ai pas ça, mais après moi j'ai l'expérience. J'ai conçu quand même pas mal de fermes. On en fait pousser du deep, quoi. À la ferme d'export, on est obligé de les garder quelques jours avant de pouvoir les exporter. Il y en a, on les stocke pendant plusieurs semaines. Je sais ce qui leur convient, quoi. Donc voilà, donc au niveau du départ sur du deep, bah voilà, il faut rester en dessous de 200, quoi. 100, 150, c'est bien, quoi. C'est-à-dire même l'amateur dans son aquarium, s'il veut faire un bac de deep, faut pas qu'il pousse trop la lumière, quoi. Faut qu'il soit au maximum 200. Ouais, alors c'est un peu ce que je reproche à beaucoup de luminaires. Euh, C'est-à-dire que pour moi, il y a trop de blanc dans les LED modernes, quoi. C'est-à-dire que bon, ils sont obligés de faire. Après, je comprends hein, la difficulté. Quand Philips ils se mettent à faire une lampe, ils sont obligés de couvrir tous les aspects, quoi. C'est-à-dire que il faut qu'on soit capable de l'utiliser pour un bac de SPS, et c'est ça qui va les faire vendre, mais aussi capable de les utiliser pour un bac de LPS. Alors moi, ça m'embête un peu d'acheter une lampe qui est capable d'être utilisée à 200 watts, mais en même temps utilisée juste pour 50 watts, quoi. D'accord. Là, il y a Guillaume. Donc c'est pas optimisé. Donc c'est pour ça que euh, moi je travaille. Il y a une société taïwanaise avec qui on travaille beaucoup, qui nous ont fait des luminaires adaptés, où juste, bah voilà, ils nous ont mis plus de bleu, quoi. Et puis on a des lampes qui sont à pleine puissance, toutes Oui. bleues. Il y a très peu Là, de blanc. là, 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 tu nous montres les cultures in situ, quoi, dans la mer. Mais Voilà. les dips, quand tu les cultives dans ta ferme à terre, tu dépasses pas 200, 250 Même pas 150. 152 parts. Ouais. D'accord. Et au niveau de la pousse et des couleurs, est-ce tu vois une différence significative Ben, entre la mer alors, et les alors, bacs? nous, les dips, la couleur s'intensifie dans nos systèmes, quoi. Donc, c'est pour ça que, notamment sur les Gold Dragon et des trucs comme ça qui arrivent, des fermes d'élevage qui arrivent un peu marronasses, j'aime bien les garder 3, 4 semaines pour que la couleur s'intensifie, quoi. Ouais, je me Donc, rappelle, dans le précédent live qu'on avait fait, tu avais dit, ouais, là, je leur donne de la couleur, quoi. Ouais, je me ah non, rappelle. mais oui, voilà, c'est, euh, c'est, pour moi ça devrait être. Enfin, j'ai toujours été fasciné par les dips parce qu'en fait, bah, ça reste quand même c'est le bac de SPS low-tech, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des lampes de folie, on n'est pas obligé d'avoir un écumeur de folie, on n'est pas obligé d'avoir tout l'équipement nécessaire pour du millépora. Et encore, la majeure partie des gens même avec l'équipement le plus cher possible, avec tout ce qu'il faut comme il faut, ils ont du mal à les tenir, les millépora et les Ténuis. Enfin, moi, là, je vois tous les clients que j'avais aux États-Unis qui commandaient que du millépora, que du Ténuis. Bah maintenant, il y a plein de gens qui en reviennent, quoi. Ils disent, bon, de toute façon, ça sert à rien de prendre des Ténuis, ils ne tiennent pas de toute façon. Ouais, Donc ils galèrent, ils finissent toujours par avoir un problème. Nous, ouais. on en garde, on en colore dans nos serres. Voilà, on a monté des systèmes et on les tient relativement bien. Mais c'est sûr que dès qu'il y a un problème de paramètres chimiques ou un truc comme ça, les premiers trucs qui partent et qui pètent, ça reste toujours les Ténuis. Ouais. Là, il y a Pierre Azéma qui dit, pour tes éclairages, machin, c'est les Oui, Illumagic. Illumagic Blaze.
c'est ça, hein, ouais. Enfin, moi, j'utilise trois trucs. Donc, j'ai des Illumagic Blaze actiniques, donc, où pas mal de LED blanches ont été remplacées par des bleus. On a intensifié, on a réduit aussi un peu les UV. Ouais, Voilà, j'utilise des Illumagic Vitamini, donc c'est des strips bleus. Voilà, ouais. pour Mhm. tout ce qui est LPS. Donc voilà, après j'ai juste pour des échinophilia, j'en mets un sur les bacs, c'est tous les mêmes bacs, donc j'en mets un sur les bacs. Pour du goniopora, je vais en mettre deux. Pour du micromoussage, je vais en mettre trois. Mais voilà, donc je multiplie juste les éclairages. Et après, voilà, je travaille un peu avec Philips, ils m'ont envoyé quelques lampes. Je joue avec, alors pour plein d'espèces, notamment les espèces qu'on voit en bas à droite, quoi, hein, tout ce qui est gomésie, oxémite, tous les coraux qui sont bleus, violets, qui ressortent pas du tout sous lumière bleue. Je les garde sous lumière avec un peu plus de blanc, un peu plus d'UV, quoi. Après, il y a une autre chose qui est super intéressante sur les luminaires, notamment sur Mhm. les chalots, quoi. Le gros débat qui est en ce moment aux États-Unis, c'est-à-dire sur les UV, quoi. C'est-à-dire sur la quantité d'UV qui était disponible avec des HQI. Et maintenant, avec des LED, même blanches, les UV sont très limités. Ouais, Et donc, la théorie veut que c'est à cause de ça qu'on a des infections sur plein de filiales, qu'on a des poussées de bryopsis ou de derbasia, qu'on avait moins avant sous HQI. ouais. Donc, Et donc toi, tu voilà. penses que c'est les UV qui faisaient que les parasites se développaient moins? Je peux pas encore répondre à la question, mais c'est vrai que quand on était sous HQI, on n'avait pas les mêmes problèmes qu'on a maintenant sous LED, quoi. Parce que le HQI reproduisait mieux la lumière du soleil? Exactement, c'était plus intense, il y avait plus d'UV, donc il y avait une fonction germicide un peu plus importante. Et donc, tout ce qui était cyanobactéries, tout ça, elles avaient un peu plus de mal à survivre dessous. Alors après, moi, les cyanobactéries, ça n'a jamais été un problème, notamment dans le site qui est en bas à droite, très turbide, il y a des champs de cyanobactéries, quoi. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, des endroits où la circulation d'eau est un peu moins, où les eaux sont un peu plus chargées, c'est quelque chose de Et en classique, bas à quoi. droite, là, Par contre, des champs de bryopsis ou de derbasia, j'en ai jamais vu dans le milieu naturel. d'accord. En bas à droite, là, toi, est-ce que tu fais des tests des nutriments un peu de temps en temps? Est-ce que il y a une différence Le significative? problème qu'il y a, c'est dans le milieu naturel, il y a un gros problème de saisonnabilité, quoi. Donc oui, on Ah a fait des oui, tests, mais si on n'arrive pas juste après une pluie ou après une tempête où ça a été remué un petit peu, c'est difficile de voir des différences significatives. ouais. Là, en bas à droite, le site qui est il est turpide en permanence ou là, c'est au moment de la photo? C'est une baie, c'est turbide en permanence, mais nous, on le voit que pendant la saison des pluies, on a des petits problèmes. Donc, on a plus de mortalité, d'infections bactériennes, plus de petits problèmes. Donc, dès que les rivières commencent à déborder et ramener des sédiments, ça crée des problèmes. Ouais. Là, il y a eu Donc, une question. Excuse-moi, Vincent, il y a eu une vas-y. question. Après, je vais l'oublier. Le suarconoï, c'est bien un DIP, hein? Oui, ouais, D'accord. même un bon dip, hein, parce que alors, on peut le trouver à 10 mètres de profondeur, mais il va toujours être à l'ombre de notre corail, quoi. Donc, là où on les voit bien exposés et en pleine lumière, c'est à partir d'une quinzaine de mètres de profondeur. Et on peut en trouver jusqu'à 30-35 mètres de profondeur. Ouais. Tu vois, c'est marrant parce que enfin, les dips, ils fascinent tout le monde, hein. Je veux dire, Ouais. un Red Dragon, un Suarconoï, un machin. Les mecs, tout le monde rêve de les maintenir. Et toi, tu nous dis que c'est beaucoup plus facile à maintenir qu'un Ténuis ou un Milpora. Alors, le problème qu'il y a avec les dips par rapport au millepora ou au ténuis, c'est que dès qu'il y a un problème, le ténus et le millepora, il va de suite dégager, quoi. Il va de suite vous le dire. Alors que le dip, il va résister, il va résister, il va résister, il va résister. Et Ouais. en fait, quand il va avoir un problème, ce sera déjà trop tard pour rétablir le paramètre ou quelque chose, quoi. Ça veut dire que Donc c'est vrai que c'est quand ils se décident à claquer, pouf, ils claquent. Boum, voilà, terminé. pouf, il claque et ça fait déjà un mois ou deux qu'il y a un problème, en fait, quoi. Et comment tu vois qu'il y a un problème? Comment tu vois qu'il y a un problème? Souvent, c'est une perte de tissu par la base. Ouais.
c'est des trucs comme ça. Mais après, on commence déjà par avoir une perte de coloration. En général, c'est le premier signe, hein. C'est-à-dire, il Une marronasse perte d'un de coup? croissance, perte de croissance et perte de coloration. Perte de croissance, ça va automatiquement engendrer une perte de coloration parce que comme il s'arrête de pousser, donc les pointes, elles sont plus chargées en zoosantelles, donc les pointes vont être moins colorées. Mhm. Et voilà, puis il va être moins coloré. Et en général, quand on s'aperçoit de ça, en général, c'est déjà presque trop tard. Ouais, C'est difficile il faut déjà commencer à bouturer et essayer de récupérer les pointes parce que ça va commencer à se nécroser par la base. ouais. Est-ce qu'un dip va en croûter aussi facilement qu'un autre acropora dans un Alors, ça bac? dépend des espèces. Alors, oui, du Ouais, Cardus, du subglabra, c'est pas dans leur nature d'en coûter, hein. voilà. C'est des coraux buissonneux. Donc, le but du jeu, c'est de couvrir le maximum de surface et de se répandre le plus vite possible, quoi, comme du chien-dent, quoi. Alors qu'un Surasonoï, un Locani, un Plana, eux, par contre, ils forment des petites tables et ils vont en croûter, quoi. Ils vont quand même devoir se produire une bonne assise. Ouais. Là, il y a Patrick qui dit que le Speciosa, par exemple, c'est pas très simple sur le long terme, quoi. Ah, le Speciosa, ça a toujours été un corail délicat, quoi. Mm. C'est vrai. Euh, Moi, le problème, c'est après, j'ai pas des super souches, donc j'ai du mal à les garder. J'en ai pas beaucoup et j'ai pas des colorations incroyables comme ils ont en Malaisie, par exemple. Donc, je sais pas les cultiver en fait. Enfin, je sais pas les cultiver. Je sais pas les garder à terre. Là, On tu les parles du cultive en mer. Speciosa. Je parle du Speciosa, donc on le Ouais. cultive en mer. On n'a pas trop de problèmes avec. Mais c'est vrai que c'est une espèce qu'il faudrait que j'essaie de garder à terre et de voir, de pousser. Mais il y a peu de demandes, donc Moi, je me rappelle du bac de Piranha, Michel. Il avait à la surface de son bac, sous T5, un Speciosa, mais c'était une splendeur. Et il poussait le truc, c'était merveilleux. ah bah, c'est Merveilleux. super fragile, ça, un squelette Ouais. super fin. C'est à peine on le touche, ça s'écrase et C'est ça de la se dentelle, casse. c'est du verre. C'est de la dentelle. Ouais. Donc oui, c'est un dip, mais qui pousse quand même assez vite quand il est en bonne condition, quoi, parce qu'il a contrairement aux Locani, aux Loripes ou aux Suarsonoï même, qui ont des squelettes assez denses, c'est une espèce qui a un squelette très poreux et très fragile, quoi. Il y a le Donc, Fénéri aussi dans le genre, qui est fragile, hein. Céleri aussi, quoi, ça fait partie, mais quand même, le Speciosa, en plus, il est un peu plus buissonneux, il part un peu plus dans tous les sens, alors que le Fénéry, c'est quand même des branches, elles sont un peu plus épaisses quand même, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est moins de la dentelle que le Speciosa. Ouais. Là, il y a Speciosa, Tanguy. juste le transporter, c'est un problème, quoi. Ah ouais. Il y a Ah oui, Tanguy parce que qui a il demandé touche, est-ce que les coraux s'hybrident en milieu naturel, Vincent? ah ben, à fond, hein. À fond? Bah oui, enfin, moi, j'ai eu des discussions, des longues discussions, notamment avec Jack Adams moi, surtout j'appelle ça un complexe, quoi. Caroliniana, Locani, Granulosa, Loripes, Suarsonoï. Toutes ces espèces-là, ça forme un complexe, quoi. Donc, il y a des espèces qui ressemblent plus à du Suarsonoï. Alors, on va prendre du Caroliniana jaune, quoi. Donc, des fois, on trouve des Suarsonoï, donc vraiment avec les longues corallites qui vont faire 5-6 cm, bien pointues, bien en triangle, assez large à la base et assez fine au bout. Vraiment, vraiment, c'est du Suarsonoï, quoi. Mais la couleur jaune fluorescent qu'on trouve normalement que dans du Caroliniana. Ouais. À propos de Et donc voilà, ben l'hybridation. ça, donc, de toute façon, les acropora, ils sont en constante hybridation. Donc, essayer de trouver Ouais. ça n'existe pas, Ouais. la souche pure. Ouais. À propos de l'hybridation, moi, je vous conseille de regarder l'entretien qu'on avait fait avec mon fils et Holly Putman, où elle passait, il y avait des vidéos extraordinaires, des bundles et compagnie, là, sur la repro des coraux, et on Oui, parce parlait qu'ils s'en servent d'hybridation. même en recherche. Ouais, et on parlait de l'hybridation et compagnie. Donc, regardez cet entretien, il était vraiment bien avec Après, des si, images. pour tous ceux qui ont le Vérone, il y a une partie à la fin du troisième bouquin de Vérone où il parle de l'évolution réticulée. Ouais, Donc voilà, ça parle justement de tout ça, de toute cette constante mélange d'ADN entre les différentes souches. Et voilà, puis de temps en temps, il y en a une
il y a un mélange qui se fait bien et puis qui passe et qui arrive à dominer les autres, puis qui finit par disparaître et qui se mélange avec un autre. Et voilà, c'est tout le temps en évolution et c'est tout le temps des hybrides. Donc les souches pures, de parler d'espèces et de souches pures au niveau des acroporas, c'est quelque chose de Est-ce que compliqué, tu quoi. penses qu'avec la problématique du réchauffement climatique, pH des océans et compagnie, à force d'hybridation, il peut y avoir naturellement des souches résistantes qui émergent? Ouais, bon, ça risque de faire le l'entonnoir génétique, quoi. C'est-à-dire que, ben, oui, il y a beaucoup d'espèces qui vont pas résister, déjà. Ouais. Mm. Et puis, il va y en avoir quelques-unes qui vont résister et puis, elles domineront, certains endroits très précis, de la planète et des récifs, quoi. Mhm. Et puis voilà, quoi, jusqu'à ce qu'elles n'y arrivent plus du tout, quoi. Ouais. Là, il y a, je sais plus qui a posé la question. Est-ce qu'on peut, comment dire, acclimater les dips à une lumière plus élevée en Bien tant sûr, qu'amateur? C'est-à-dire que bien sûr. tu les mets à un part très faible et comment Bah, tu moi, fais pour augmenter la après, je me suis lumière? toujours amusé à prendre des coraux à 15-20 mètres et après, petit à petit, les remonter, même sur alors, si on les prend de 15-20 mètres et qu'on les met à 2 mètres de profondeur directement, ils sont bien stressés pendant bien longtemps, quoi. Mais en général, ce qu'on faisait, donc on les remontait sur des tables à 4-5 mètres de profondeur et on mettait un grillage dessus, quoi, qui limitait la lumière, quoi. Et petit à petit, on ouvrait le grillage et voilà. Mais j'ai vu des Red Dragon dans 3 mètres de profondeur, hein. Il y a des gens à un endroit qui se sont amusés à replanter des Red Dragon. Il y en a quelques souches quelques pièces qui sont bien parties. Et alors, elles sont devenues vachement plus compactes. Elles n'ont pas tout à fait la même forme de colonie, mais elles survivent. Ouais. Et Elles un sont plus ama jolies, hein, moi, je trouve, hein, parce que du coup, elles forment plus de corallite axiale, c'est plus compact, ça fait moins des branches elles poussent ouvertes. plus vite et sont plus colorées, j'imagine. Plus vite, je sais pas, mais le squelette plus dense dans tous les cas. Donc, je pense pas qu'elle pousse plus vite, mais je pense qu'elle forme un squelette plus dense avec plus de corallite. Et donc, s'il y a plus de corallite, donc il y a plus de pointes jaunes, par exemple, sur du Hurlock ou du Subgalabra, là. Donc, c'est plus joli, quoi. Ouais. Le dip, il se nourrit moins de lumière que les autres acroporas. Il se nourrit de quoi? Il faut une eau un peu plus chargée? Il faut Bah, quoi? une eau plus chargée, je pense, mais comme ils ont moins de polypes, Ouais. enfin, s'ils ont moins de bouche, forcément, je pense qu'un Millepora se nourrit plus qu'un dip. Mais voilà, c'est surtout qu'ils ont un métabolisme beaucoup plus lent, quoi. On est sur une autre échelle par rapport à du Millepora, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils poussent plus densément, plus doucement et, et qui mettent plus de temps à réagir à un changement des paramètres, quoi. Donc c'est pour ça, si on veut les éclairer un peu plus, il faut y aller progressivement. Il faut bien attendre qu'ils soient bien adaptés, qu'ils recommencent bien à grandir. Ouais. Les dips en milieu naturel, ils sont pas à proximité d'autres espèces. Est-ce qu'ils ont un système immunitaire aussi bien développé que les autres coraux? Bah, alors, ils sont moins agressifs. Donc, Ouais. ils sont moins agressifs. Mais bon, là, la photo qui est en bas à gauche, par exemple, on peut voir un champ. Bon, c'est du Carduus, c'est du Subglabra. Dans le milieu naturel, ça fait ça. Il y a des pentes entières qui sont recouvertes de ça. Donc, ils sont quand même en compétition, hein. Ouais. Et ils se crament pas entre eux. Euh, Pas tant que ça. Ils sont moins agressifs, quoi. C'est-à-dire que oui, ils sont moins agressifs. Ils essaient de plus de se battre en essayant de pousser plus vite que le voisin. Donc, ils ont Ouais. des squelettes très poreux et ils essaient de grossir le plus vite possible, plutôt que essayer de brûler ou le voisin, quoi. Ouais. Donc, Euh, Petite question pratique. J'achète une bouture de dip. Je veux l'acclimater à une lumière forte. Sur quelle durée? Comment je fais? C'est en mois? C'est en semaines? C'est en... pardon? Ouais, pour acclimater dans un aquarium un dip à une lumière un peu plus forte, c'est en semaines, en mois, c'est-à-dire je le monte progressivement, je fais. C'est parti, Vincent? Non, non, ouais, non. Euh, c'est en plusieurs mois, c'est-à-dire que oui, ben, il faut lui laisser prendre son temps, quoi. Donc oui, c'est un procédé qui va prendre plusieurs mois, quoi. D'accord.
il faut pas aller trop vite, quoi. Je pense que en allant trop vite, comme ils ont un métabolisme lent, ils mettent du temps à s'adapter et faut déjà déjà c'est un changement de lumière vraiment important entre la lumière naturelle et des LED bleus ou des trucs comme ça. Il faut déjà les laisser s'adapter à ça, quoi. Et après, petit à petit, soit leur donner accès à un peu plus de lumière déjà en élaguant au-dessus d'eux, et après, petit à petit, en les montant. C'est Ouais. pour ça que faire des boutures sur des aimants qu'on peut coller aux vitres et petit à petit les remonter, c'est pas mal, quoi. Ah ouais. Ouais, tu vois, Ouais. là, il y a Xavier Assema, là, qui a un paramètre greffé au cerveau. Euh, hein, ouais, ouais, il rêve par mètre, il vit par mètre. Enfin, c'est terrible. Il dit qu'il a un Orlock qui se prend 400 de part et c'est son accro qui pousse le plus, quoi. Vas-y, répète-moi ça. Il a un Orlock qui se prend Ouais. 400 de part Ouais, et mais ça c'est m'étonne pas. et c'est lui qui pousse le plus dans son bac. Ah bah oui, non, mais bah, après c'est sûr, c'est après dès qu'ils sont adaptés à une lumière un peu importante, c'est des coraux qui poussent bien, hein. Ils font les Airlock et les Cardus. Alors le problème c'est ça, c'est quand on dit du Deep, du Suarsonoï et du Locani, c'est pas du Cardus, c'est du Subglabra, quoi. Ça a rien à voir au niveau métabolisme, mais du Airlock, il y en a des pentes entières, hein. Ils sont capables de coloniser des centaines de mètres carrés de récifs, quoi. Donc oui, c'est une mauvaise herbe, hein, quelque part. Alors que du Locani ou du Caroliniana ou du Suarsonoï, c'est des acropora tabulaires. Ils ne poussent pas indéfiniment, ils ne font pas des champs entiers, quoi. C'est une pièce par-ci, une pièce par-là. Et dire que le Orlock, on le paye une fortune quand il y en a en magasin. Et toi, tu nous dis que c'est de la mauvaise herbe. Oh, je suis pas sûr que ça vaille si cher, quoi, parce qu'après voilà, les gens qui ont réussi à bien les acclimater sur des éclairages un peu plus puissants, ça pousse quand même assez vite, quoi. Donc c'est pas un corail qui est difficile à cultiver, hein. Ouais. Quel paramètre tu recommandes pour la personne qui veut faire un bac de DIP? Faut être très, très bas en phosphate, nitrate. Qu'est-ce que tu recommandes comme paramètre, toi, dans ta ferme? Tu recommandes quoi? Euh, En paramètres, ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, c'est voilà quoi, entre 100 150, c'est bien. Nous, quand ils arrivent des fermes de l'océan, on les met dans 100 150 de part, et après on les monte à 200 au maximum. D'accord. Et en nutriments, toujours très bas. Toujours très bas, mais bon, le 0 nitrate pour moi, c'est pas possible, quoi. Donc, jamais descendre en dessous de 2 3 en nitrate, quoi. Moi, j'aime bien être resté entre 3 et 5. Et pas de phosphate ou très peu. Ben, phosphate, très peu, oui. Phosphate, très peu, quoi. De toute façon, oui, bon, les phosphates, il en faut un minimum, mais on évite au maximum. Et brassage modéré. Brassage, oui, alors oui, c'est sûr que c'est pas la même chose que pour du Ténus ou du Millépora, mais quand même, il faut quand même, c'est pas le même type de brassage, quoi. C'est-à-dire pas de houle, pas de pulsation, mais un brassage puissant et laminaire, ça les dérange pas. Et sur un ancien live qu'on avait fait, tu avais dit qu'il faut que le brassage soit dirigé vers le corail. C'est la même chose pour le dip, pour amener les. Ben, pour amener la nourriture dessus, oui, pour amener Voilà. la nourriture et puis pour faciliter les échanges, tout ça, quoi. Après, bon, voilà, le brassage, après, il faut pas qu'il soit trop, avec une pression trop importante, quoi. Claude vous en parlera mieux que moi, quoi, mais il faut quelque chose de laminaire et il faut vraiment que toute la masse d'eau bouge, quoi, pas juste une petite partie de la masse d'eau. Ouais, parce qu'il faut bien comprendre que ces accros poussent en profondeur dans le milieu naturel. Voilà, Donc, c'est mais pas des vagues, ils se prennent pas des vagues dans la gueule voilà, et ils prennent pas compagnie. de vagues, ils prennent pas de tempêtes, ils sont à l'abri de tout ça, mais il y a quand même du courant à 15 mètres de profondeur. Ouais, mais c'est un courant qui est Et laminaire, régulier. c'est Voilà. toute la colonne d'eau qui bouge. D'accord. D'accord. Ouais. Bah écoute, hein, là, pour changer, il y a quelqu'un qui a demandé là, un bouquin, je sais pas, les coraux indo-pacifiques. Est-ce que tu sais, c'est toi qui en avais parlé, je sais pas, est-ce qu'il va être traduit en français ou pas, t'en sais rien?
Lequel? Alors, lequel on Attends, parle là? On parle attends, le truc de Russell Kelly? je sais pas. Le BioGuide? Je sais pas. Attends, je vais essayer de regarder. Je sais pas du Ça tout. m'étonnerait qu'il soit un jour traduit en français, quoi. Parce que, euh, enfin, pour être honnête avec vous, s'il va s'en vendre 50 sur la France, c'est le bout du monde. Hmm. Ouais, Donc, ça fait beaucoup de travail pour pas vraiment de marché, quoi. Puis la majorité des scientifiques qui ont vraiment besoin de ce livre comme un outil de travail, ils parlent déjà anglais, quoi. Ça les ouais. dérange pas, quoi. Après, bon, voilà, ça reste quand même un vocabulaire qui est limité. C'est pas comme si c'était de la littérature anglaise, quoi. Il y a, il y a 50 mots à connaître et puis tout tourne autour de 50 mots, quoi. Hmm. Et en plus, comme c'est que des termes scientifiques, ils sont assez proches Ouais. des termes français, quoi. Ouais, je remettrai le lien du truc là sur, comment il s'appelle le truc là? Tu sais, le répertoire des coraux là de Russell, ton copain là. Euh, Russell Kelly. ouais, le truc avec les planches, ouais, c'est ça, hein. Le truc, Ouais. ouais, celui-là il est vachement bien. Je remettrai le lien parce que c'est pas très cher, et c'est vachement bien. Ouais. Où il présente toutes les espèces de coraux d'Indo. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Vincent? Ouais, 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 je vois exactement. Je sais pas. Attends, tiens. Si tu me donnes une minute, je vais le chercher. Ouais, je te donne une minute. Donc on attend le bouquin qui est vraiment vachement bien, et qui est pas cher du tout. Enfin, c'est pas cher, c'est 40 euros, quoi, 30, 40 euros. Et je vous remettrai le lien, vous pourrez le commander parce qu'il est vachement bien. Et si vous avez des questions et tout, profitez-en, hein. Voilà. Hop là. On va le Voilà. voir. Ouais, Le Coral Finder exactement, voilà, c'est ça. 2021. C'est Voilà. ça. Et ça, ce truc est vachement bien. C'est la base, quoi. C'est la base, quoi. Moi, j'en ai acheté, j'ai dû en acheter plus d'une dizaine. J'en ai donné à plein de gens, même à Ouais. des gens des départements des pêches, etc., etc., parce que, ben, voilà, quoi. C'est le premier. C'est un guide, hein, c'est pas un livre, hein, c'est un guide qui explique comment reconnaître les différents genres, même pas les espèces, hein, juste les genres. Ouais, les genres, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est quand même très très bien fait. Il a fait un travail exceptionnel, quoi. Et c'est un Ouais. travail qui est en cours. On est déjà à la quatrième édition, quatrième version, et il continue à travailler dessus et à régulièrement faire des updates dessus. Bah, tous les 2 ans, il y en aura un nouveau numéro, quoi. Tous les 2 ans, ouais. Et toi, quand est-ce Enfin, que t'écris quand un bouquin, toi? oh, j'écris suffisamment. C'est vrai, c'est vrai. J'écris, j'écris suffisamment. Après, ça, les gens ne se rendent pas compte, hein. Ça, c'est 2 ans à temps complet, quoi, pour écrire un bouquin comme ça, quoi. Ouais. 2 ans à temps complet, puis après, il faut avoir les photos. Donc, c'est des centaines et des centaines de plongées pour faire les photos, quoi. Alors, lui, chaque photo, il amène une petite règle et tout pour qu'il y ait un comparatif au niveau des tailles, etc., etc. Donc, il fait que ça, hein. Donc, il a dû faire, je sais pas, 2 ou 3 000 plongées rien que pour faire ce livre. C'est Mhm. énormément de travail. Les gens, il le fait pas pour l'argent, hein. Il le fait parce qu'il est passionné, hein, parce qu'il gagne pas grand-chose avec, quoi. Alors maintenant, avec les nouveaux systèmes d'édition là, il m'a expliqué en fait pour ce livre, si vous commandez des États-Unis, c'est imprimé aux États-Unis. Si vous commandez d'Europe, c'est imprimé en Angleterre. Et si vous commandez d'Asie, c'est imprimé en Australie. Donc du coup, c'est imprimé sur demande. Donc quand on commande, en fait, il y a des sociétés qui impriment le livre et qui vous l'envoient. Mais il n'y a pas des milliers d'exemplaires qui sont stockés quelque part. Donc, du coup, ça devient plus facile à gérer à ce niveau-là, quoi. Ouais. Je remettrai le lien pour ça. Là, ça fait plusieurs fois qu'Alain demande jusqu'à quel pourcentage on peut pousser les UV sur les rampes.
Est-ce que tu en as une Tout idée? dépend de ce qu'il y a en dessous, quoi. Si c'est du Millepora, du Tenuis, du Chalot Acropora, alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur des LED déjà, alors, attendez, donc il y a à peine un peu d'UVA, quoi. Il n'y a pas d'UVB et il n'y a certainement pas d'UVC, quoi. Donc il y a un tout petit peu d'UVA. Donc sur du Millepora, sur du Chalot, de l'Acropora, on peut pousser les UV à 100% 1 ou 2 heures par jour. 1 ou 2 heures par jour. Oui. Il vaut mieux Et pousser après, à après, on peut augmenter ça, quoi. Après, il faut voir ouais. comment Donc, tout le monde réagit, quoi. Et moi, je commencerai par 1 ou 2 heures à fond, quoi, avec 1 ou 2 heures avant et 1 ou 2 heures après, où on augmente graduellement. Mais voilà, c'est la base. Et après finir par. De toute façon, sur un bac de SPS avec une rampe LED, voilà, on peut tout mettre à fond, au moins 6 heures par jour, hein. Il y toi, a tu pas penses de. il vaut mieux pousser à fond pendant une durée limitée que pousser un peu pendant toute la journée? Ben, après, il y a toujours un pic, quoi, hein. Il y a un pic où l'activité photosynthétique, elle va être à son maximum, quoi. Donc, il faut toujours leur donner quelques heures de ce pic d'activité, quoi. Parce qu'en fait si on regarde le métabolisme du corail, il va juste être à 100-120% pendant 1 ou 2 heures. Et c'est ça qui va lui permettre de lui fournir l'énergie qui va lui permettre de tenir 24 heures. Donc, en fait, ouais, c'est juste sur quelques heures qui produisent l'énergie nécessaire à à la plus grande partie de la journée. Donc, D'accord. ce pic de 2-3 heures où le soleil est au zénith, il est important. Donc deux, Sur du SPS shallow, faites pas ça sur du LPS ou faites pas ça sur du deep. ouais, du SPS shallow, c'est-à-dire les Milpora, les machins. Voilà, mais les Pora, Voilà. Il est parti, Temis, Vincent. Formosa, Bon, enfin, Sudilata, etc., etc. Enfin, il y a d'accord. 80% tous les acroporas sauf les deep. Voilà. Sauf les dips, d'accord. Et donc, est-ce que tu penses que c'est possible de maintenir des acroporas, comment dire, des acroporas, tous les acroporas avec des dips dans un bac? Il faut mieux faire des bacs spécifiques. C'est compliqué parce que du coup, le dessus du bac va être super dense et moi, je trouve ça délicat, tu vois, de faire ça. Je préfère avoir un bac shallow avec une lumière uniforme partout, tu vois, donc juste avoir. Enfin, bon, après, c'est ce qu'on fait pour nos fermes de corail, donc. Mais oui, j'aime bien un bac pas trop profond avec de la surface et avoir la même lumière sur toute la surface. Donc faire un bac soit qu'avec des dips ou soit qu'avec des shallows. Et puis on regarde le bac du dessus, c'est ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Mais c'est vrai que j'ai plus ce réflexe-là de l'aquarium où on voit de face, quoi. Ouais. Donc, Et, et je trouve ça toujours bizarre, ces bacs où ben, on va mettre des SPS shallow en haut, des LPS en dessous, quelques acrodipes un peu dans les coins où il y a un peu d'ombre. Euh, c'est possible, mais déjà, c'est pas naturel, déjà. ouais. Et voilà, et le but, c'est pas de. Enfin, moi, je préfère essayer de recréer un morceau de pente du récif avec les espèces qui la composent normalement, plutôt que d'essayer de créer le récif sur 40 centimètres de hauteur, quoi. C'est, ça n'a pas de sens pour Ouais. moi. Là, il y a Pierre encore qui dit, à la limite, on peut faire un bac de dip et de LPS, quoi. Oui, ça, il n'y a pas possible. Puis même dans le milieu naturel, ça, ils cohabitent ensemble, hein, dans les champs dans les pentes de Hurlock, tout ça, là, il y a toujours des fungidés, il y a toujours d'autres LPS au milieu, quelques lobophilia, quelques, etc., etc. Donc du LPS avec du DIP, c'est comme ça que ça devrait être fait, quoi. Ouais. Donc, Ça me est-ce que choque pas. tu, ouais, est-ce que tu penses que la frénésie d'achat des récifalistes, quand ils voient un truc, peut être la cause de leur échec, à force de vouloir mélanger plusieurs espèces, plusieurs machins, plusieurs trucs? Ah c'est toujours compliqué, hein. Ça a été toujours, je pense, la principale cause de mortalité des poissons d'aquarium. Ça a toujours été mélanger les mauvaises espèces ensemble, hein. Donc, à chaque fois qu'on rajoute un poisson dans un aquarium, on prend des risques. Donc, ça a toujours été compliqué de construire une population
population où il y a pas d'agressivité, où on arrive, où personne est dominé, où personne est dominant, c'est toujours Mm. compliqué. Et avec les coraux, c'est pareil, c'est pas la même échelle, c'est pas la même. Ouais, Mais au final, si on laisse le bac tourner sans intervention humaine, il y a toujours une espèce qui va prendre le dessus sur les autres, quoi. ouais, ouais, ouais. Et au niveau, pareil, au niveau des luttes chimiques, quoi. Je veux dire, il y a des espèces qui balancent des. Donc, à la limite, il faut du charbon, il faut des tas de trucs, quoi. Ah ben oui, plus il y a de mélange, plus il y a d'attaques, plus il y a... Bon, après, c'est bon, les coraux durs, on a la chance, les coraux durs sont pas très, ne produisent pas énormément de molécules toxiques comme les coraux bons, quoi. Mais Ouais, ils se crament plutôt par contact. ouais, ils se crament par contact. Il faut toujours aller passer un coup de torche la nuit pour voir qui fait quoi. Parce que c'est jamais la journée que ça se passe, quoi. C'est toujours la nuit, quoi. Et contact ou quelques millimètres d'écart? Ah ben il y a des coraux, genre des pectinias, elles sont capables de produire des tentacules de 20 centimètres. Ouais. Mhm. Galaxea, bah, c'est connu comme la nuit des temps, hein. Le Galaxea, il est capable de produire des tentacules de 30 centimètres sans problème, quoi. Mais il y a plein de coraux qu'on soupçonne pas, notamment dans les LPS, qui sont plutôt agressifs, quoi. Mhm. Là, il y a Marc qui Notamment, et dit. voilà, tout ce qui est Echinophilia, tout ce qui est Mycedium, tout ce qui est Pectinia, Mhm. on a l'impression que les tissus sont super fins, qu'il n'y a pas de tentacules, que c'est juste un plateau. Et en fait, bah, la nuit, on a des surprises, quoi. Ouais. Donc là, il y a Marc qui dit, à la limite, le mec qui veut commencer des accros, le plus simple, c'est de commencer par des dips, quoi. Si, C'est le plus simple. Bon, après, voilà, comme je l'ai dit, c'est que quand il y a un problème, il vous le signale pas tout de suite, quoi. Donc, il faut quand même être vigilant, quoi. Mais oui, ça reste des aquariums avec moins de technologie. Bah, la qualité d'eau doit être la même, hein, que ce soit des DIP ou des LPS. La qualité d'eau, c'est la même. même les poissons, hein, même les poissons. Même les Tu poissons. peux pas les mettre dans une eau pourrie, hein, les poissons. Alors, les poissons, bah, c'est pareil que les DIP, c'est-à-dire qu'ils vont survivre. Ouais, La question, c'est combien de temps? ouais, et Les puis, dips, c'est pareil, quoi, par rapport. Alors que le milléporan, on les met dans une eau pourrie, ils crèvent de suite, quoi. Les dips, dans une eau pourrie, eh ben, ils survivent un petit peu, quoi. Ils essayent, puis ils finissent par mourir. Mais voilà, c'est comme les poissons. Donc voilà, sur la qualité d'eau, il faut jamais faire de compromis. Par contre, voilà, sur l'éclairage, bah, on peut faire des petits compromis par rapport à du shallow sur du dip. Vincent, notre bénédiction dominicale a un succès fou, 50 personnes en direct. C'est un Waouh, super score, vraiment magnifique. Hein. Euh, incroyable. incroyable. Donc on va encore C'est continuer avec. l'horaire, hein. C'est l'horaire qui marche bien, hein. Après, il faut Bah juste attends, trouver le bon créneau, normalement quoi. non, tu prépares le repas avec papy, mamie, avec compagnie, hein, dimanche matin. Hein. Et puis il y a téléfoot en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau des différentes espèces de dips, donc le mec qui veut commencer les accros, qui se dit, bon, ben, Chalias, il a dit, les dips, c'est plus facile, je vais faire du dip. Dans les dips, tu considérais quoi comme espèce? Bon, voilà, il y a deux grands groupes, hein. C'est les tabulaires, donc tout ce qui est Suarsonoï, Plana, Locani, Granulosa, Prenez des notes. Caroliniana. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a quelques-uns d'autres, les Speciosa, Speciosa, tu penses, pour un débutant, toi? ben, voilà, donc les tabulaires sont un peu plus délicats que les branchus, que les buissonneux, on va dire, que Ouais, les Cardus, Subglabra, euh, Fénérie, etc., etc. Donc c'est plus facile de faire du buissonneux que ouais. du tabulaire. Mais bon, enfin, pour moi, un beau Suarsonoï ou un beau Caroliniana, il n'y a rien il y a rien de plus beau que ça, quoi. Pour moi, ça restera toujours mes acroporas préférés. On est d'accord, on est d'accord. Mais c'est vrai, c'est marrant comme ils fascinent, hein, ces dips. Je sais pas pourquoi, mais ils sont fascinants. Je- Ben, c'est plus simple, c'est long doigt, le millepora, c'est fouillu, quoi. C'est plein de tentacules, c'est plein de corallites, plein de couleurs différentes. C'est fouillu, on n'y comprend pas, quoi. Alors que le dip, c'est fin, quoi. Ouais, là, C'est des coraux, c'est de la dentelle, c'est de la finesse. il y a Xavier qui dit l'équinata, c'est quand même compliqué. Euh, Alors, l'équinata, oui, alors le vrai équinata, enfin.
Je suis pas sûr que le vrai Equinata, enfin, que l'Equinata qui vient d'Australie soit le vrai Equinata. L'Equinata que moi j'appelle Equinata qu'on a ici, il reste assez simple. Mais c'est vrai que l'Equinata d'Australie, malheureusement, j'ai pas vraiment eu la chance d'aller les voir dans le milieu naturel. Donc, on m'en a beaucoup parlé. J'en ai vu quelques pièces, une par-ci, une par-là. Mais l'endroit où ils en collectent beaucoup, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, quoi. Ouais. Malheureusement. Oui, après, bon, voilà, la grande barrière. Moi, je pense que le problème de l'Equinata, c'est que déjà, ils arrivent, ils sont fatigués en France. Mhm. Déjà. D'accord. Donc, voilà, sur l'Equinata, si les gens se mettent à essayer d'aller chercher du, de l'élevage, hein, Ouais. l'Equinata, c'est un très bon exemple, comme le Speciosa. C'est des très bons exemples de coraux où on devrait s'orienter sur de l'élevage. Ouais. Vincent, Même t'as pas si de la lumière bouture dans va être ta. minuscule, même si le prix va être un peu important, voilà, il y a un bénéfice indéniable euh, sur l'élevage, ce type d'espèce. Ouais. On te voit plus là, t'es dans le noir. Ouais, il commence à faire nuit, c'est pour ça. Attends, je vais allumer la lumière. 2 Il est secondes. quelle heure chez toi là? Ah bah voilà, on va voir Vincent quand même. Hop là, c'est mieux. Ah bah voilà, je te reconnais. Ah bah voilà, je me disais. Il fait nuit et il pleut, donc il fait. Ah bah tu vois, à Paris, il fait jour et il fait très beau. Hein, donc Je vais voilà. pas vous envoyer des photos de notre promenade de ce matin parce que là on va faire des jaloux quand même, hein. Non, non. Là, il y a de la révolution dans l'air. Il y a Acroporaspé qui dit Plana facile, c'est le plus difficile pour moi, celui-ci. J'ai pas dit qu'il était facile, hein, le planin. Je l'ai mis dans mais ça reste. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Nous, en mer, on n'a pas de problème. Et pareil, c'est un corail que j'ai jamais essayé de cultiver à terre, en fait. Ouais, Donc, les souches vertes avec les pointes violettes, là, elles sont magnifiques. Mais c'est vrai que c'est un corail que j'ai jamais essayé de tenir à terre. Si mes souvenirs sont bons, il devient tout vert de toute façon. d'accord. Pour toi, l'Icefire, c'est un Echinata? Hellfire, alors j'essaie déjà de me rappeler. Icefire, Icefire, Ekinata. Non, c'est pas un Ekinata. Non, c'est pas un C'est pas un Echinata. Ekinata. Et c'est Quati? C'est un Ah, je sais Icefire, pas, quoi. hein. Bon. Je sais pas, je l'ai pas vu dans le milieu naturel. Ah d'accord, c'est un truc. C'est, D'accord. c'est, c'est l'Australien, quoi. C'est l'Icefire Ekinata, c'est l'Australien. Voilà, je l'ai pas bien vu dans le milieu naturel. J'ai pas vu des champs, c'est délicat. Là, de toute façon, il y a des études qui sont faites sur les acroporas. On va passer de 120 et quelques espèces à plus de 400. Mhm. Donc parler d'espèces en ce moment sur les acroporas, c'est un peu compliqué. Ouais. Autre question, on va changer un peu d'édipe. Là, c'est Pierre qui pose cette question. Un efflorescent a besoin de quoi en brassage et lumière, Vincent? Oula. Oula. Oui, ben, les fluorescents, il a besoin de beaucoup, beaucoup de courant. Ça, c'est clair. Alors, le truc qui est marrant, c'est qu'on les trouve jusqu'à 20-25 mètres de profondeur. Mais, mais les endroits où ils sont plus beaux, c'est on va dire, entre 5 et 12 mètres. C'est Donc, là où ils sont beaux. Mais ils sont lumière toujours et dans des endroits où il y a beaucoup de courant, quoi, avec des donc, eaux froides. Oh, c'est une espèce qu'on trouve dans le sud de Bali, hein. Dans le sud de Bali, donc on a des upwelling, donc il y a des remontées d'eau froide riches en minéraux qui viennent là-bas, et c'est un corail qui aime le courant. donc il est sur la crête récifale. Ah, on le trouve un peu partout, quoi, hein. On le trouve même sur des dalles. Moi, j'en ai trouvé dans 2 mètres de profondeur, j'en ai trouvé dans 20 mètres de profondeur. Donc, c'est pas évident. Mais en général, on va dire qu'il est entre 5 et 12 mètres, c'est l'endroit où on va en trouver le plus. Et toujours dans des endroits très exposés. Donc, des endroits avec beaucoup de courant. D'accord. C'est-à-dire, ils se prennent des vagues dans la gueule. Ils se prennent des vagues dans la gueule, ils se prennent des gros courants laminaires de marée très importants où nous, en tant que plongeurs, enfin, sur ce site-là, en tant que plongeur, on plonge 2 fois 1 heure par jour. On a 2 fenêtres à l'étal, on a 2 fenêtres pour plonger à l'étal. Voilà, c'est 2 fois 1 heure. Donc, toutes les 12 heures, on peut plonger 1 heure. D'accord.
Donc, ça reste des plongées qu'il faut organiser, qui sont. À Après, cause des bon, quand on est à courants, l'étal, ça va, hein, ouais, à cause des mais voilà, il courants de faut se marée, méfier, ouais. quoi. À Voilà, à cause cause des... des courants de marée. Donc, c'est toujours des endroits, on les trouve dans les endroits où il y a des passes, entre les passes, à la sortie des passes. Ouais. L'endroit, nous, on les cultive, c'est à la sortie d'une passe, quoi. Donc, ils sont C'est-à-dire, il dans y a un 400 mètres de entonnoir et il y a le profondeur. courant, quoi. Voilà, quoi. Donc, vraiment, où le courant, Et quand il y a marée maximum. montante, le courant se concentre, et quand il y a marée descendante, c'est un peu là où se disperse un peu le courant. Donc, mais il y a D'accord. toujours du courant, quoi. Donc, Donc, dans un bac de volume moyen, maintenir un efflorescent avec des dips, c'est un peu olé olé, quoi. je les mélangerai pas ensemble. Ils vont pas ensemble, en tout cas. On les trouve Voilà, pas ensemble. voilà, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, lui donner à l'efflorescence le courant nécessaire pour qu'il se développe bien et qu'il soit content, ça embêterait les dips. Hmm. Est-ce Voilà, mais, que, enfin, mais après, c'est un corail qui, on le cultive avec des coraux shallows, quoi. Donc dans les endroits sous les vagues, bon voilà, donc avec du Millepora, du Tenuis, tout ça, il n'y a pas de souci, quoi. Avec du Digitata, avec des trucs d'accord. même Il y a- qui aiment que ça bastonne un peu plus, il n'y a pas de souci. Là, on a parlé de l'adaptation des coraux à la lumière, hein, c'est-à-dire qu'on peut monter la lumière de l'aquarium petit à petit, enfin le corail petit à petit, mais est-ce qu'il y a une adaptation du corail au brassage? Bah oui, C'est-à-dire à une espèce, non, non, mais attends, une espèce qui a besoin de beaucoup de brassage énormément, est-ce que tu peux l'adapter à un brassage un peu moindre? bah, bien sûr. La forme de la colonie va changer, quoi. C'est-à-dire que moi, D'accord, c'est toujours ce que j'explique aux étudiants, c'est-à-dire que ce soit au niveau tous les facteurs environnementaux, euh, les coraux ont quand même une plasticité minimale, quoi. Donc, on peut prendre un corail qu'on trouve normalement à 5 mètres de profondeur et le cultiver à 10 mètres. Il va s'adapter. Par contre, si on le prend et qu'on le cultive à 25 mètres, là, il ne va pas réussir à s'adapter. Et avec le courant, c'est pareil, quoi. Donc on prend une colonie qui habite, enfin, qu'on ne trouve pas normalement dans le courant, et on la met dans le courant. Ils vont s'adapter. Le squelette va devenir plus dense, les colonies vont devenir plus compactes. Mais moi, j'ai fait ça pendant des années, hein. C'est-à-dire ça veut dire que à la limite, il y a 20 ans, quand on a commencé la mariculture, toutes les espèces, ben voilà, par exemple, les millepora, si on les cultive à certains endroits, ils font des branches très longues, ça ne fait pas des belles colonies. Donc, nous, on voulait créer des mini-colonies, des petites boules parfaites, homogènes. Voilà, et donc, aller les cultiver dans les endroits où il y a un peu plus de courant, eh ben, du coup, ça les obligeait à former des colonies. Bon, ils poussaient, ils prenaient un peu plus de temps pour pousser, mais du coup, ouais. ils formaient des belles petites colonies bien compactes. Et, euh, et voilà, et donc on a fait ça pendant des années. Donc, C'est-à-dire oui, qu'un les coraux sont. un effluent, ça pousse en plateau, hein, si je me rappelle bien. Ben, un Donc ça veut dire effluent, que oui, ça pousse en plateau, mais si vous les mettez tu lui dans un mets moins de endroit où il n'y a courant, il pas va beaucoup faire de des branches courant, verticales alors. exactement, ben, il va commencer à faire des petites branches. D'accord. Il y a des corallites axiales qui vont commencer à pousser. Et moi, je connais des endroits où il y a plein d'efflorescences, mais ils ne sont pas beaux parce qu'ils ont toutes ces petites branches qui poussent sur la surface. Ouais, bon, remarque, c'est pas moche non plus, hein. Si? Ouais, mais c'est pas ce que les gens recherchent des efflorescences. Ouais, c'est pas faux, ouais. Voilà. Et Donc, quand on leur envoie ça, ils disent c'est pas de l'efflo. et quand on demande une identification qu'on voit ce truc-là, oh, c'est difficile de dire que c'est un effluent. C'est compliqué. Moi, j'ai mis des années, hein. C'est en fonction des colorations, de voir que ça avait la même coloration que les efflos, que ça vivait quand même dans des endroits où il y a du courant, mais un peu plus protégé. Ouais, Et voilà, quoi. ouais. Là, il y a Acroporaspé qui veut te parler d'Humilis. Qu'est-ce que tu peux... Humilis, c'est un corail Ouais, facile, un Humilis, corail difficile? non, c'est pas un corail facile. Humilis, Digitifera, Imprici, Gemifera. Euh, pour moi, j'ai eu cette discussion avec les propriétaires d'Ecotech, quoi. C'est-à-dire que bah, ils font des lampes sympathiques, hein, mais ils font pas des lampes qui sont capables de tenir tous les coraux, quoi. Et pour l'instant, il n'y a pas, à part, voilà, si vous voulez tenir de l'humilis, il faut du HQI, quoi. Il faut du Bah, HQI et des grosses pompes, quoi. Alors écoute, maintenant, quand on a la technologie au niveau des pompes de brassage, quoi. Mais ouais, au niveau des bah, luminaires, on n'a plus la technologie. faudra que je si si, moi faudra que je retrouve la photo, mais j'avais un Humilis, il me Un restait verre. vert ou bleu, je sais plus, il me restait deux trois polypes et sous ma rampe Alpheus,
il est reparti. Quand j'ai arrêté le bac, c'était un beau corail, hein. Ouais. Mais il était tout en haut. Mais donc il y a quand même, Il faut on les peut y cramer. arriver. Donc, si on veut un bac avec que de l'humilis et que ces coraux-là, On quoi, peut y arriver, mais il faut on- balancer. il faut balancer. Exactement. Ouais. Enfin, moi, si je devais en faire un, je mettrais des HQI, hein, comme ça, moi, j'aurais pas de souci, quoi. Mais ça n'existe plus, ça, les HQ ici. Mais si, ça existe. C'est Mais vrai? si, ça existe. Non. Non, mais ça, c'est tellement spécifique, quoi. Donc, oui, alors peut-être que Alpheus, ils sont capables de te créer une rampe pour ça, mais les modèles classiques d'aquariophilie, ils ne sont pas faits pour tenir de l'humilis, ça c'est sûr. Après, moi, j'ai des souches de Digitifera rouges qui sont absolument magnifiques. Il n'y a personne qui arrive à les tenir. Les Ah ouais? Digitifera violets, c'est toujours Ouais, ma petite mais anecdote, hein, c'est que rouge, violet sous l'eau ou dans tes trucs avec tes actiniques j'arrive à les tenir. Non, 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 rouge, rouge en mer, rouge écarlate. Et après, voilà, ils sont difficiles à tenir, quoi. Ils ont vraiment besoin de beaucoup, beaucoup de lumière et beaucoup, beaucoup de courant. Ouais, Il il faudrait y que je a, réessaye. Ça fait longtemps que je n'ai pas essayé. Maintenant ouais, peut-être qu'on est équipé pour ce genre de choses, ouais. quoi. Il y a Xavier Assema qui demande si pourquoi pour l'humilis, le digifera et tout, il faut plus de blanc que de bleu? Ah, ben ça, c'est sûr, hein, de toute façon, hein. Il faut une lumière moins bleue, hein. C'est plus de la clinique, hein. Il faut de l'UV, il faut du blanc. Et voilà, après ça n'empêche pas que le soir et le matin, de leur mettre un petit coup de bleu, quoi, pour Mhm. profiter des colorations, quoi. Mais de toute façon, bon, voilà, un corail violet sous lumière bleue, il est gris, quoi. Donc, ça n'a aucun intérêt de le garder sous lumière bleue, quoi. Donc, voilà, un corail, il faut de toute façon les garder sous blanc, quoi. Donc, oui, Non, il faut pousser les blancs. les lumières bleues, c'est intéressant pour les coraux fluorescents. Autrement, Oui, mais encore le digitifera rouge sous lumière bleue, ça va, ça le met en valeur. Le jaune, le bleu, le jaune, le rouge, c'est mis en valeur sous lumière bleue, mais le violet, le rose, le bleu, ça paraît gris sous lumière bleue. d'accord. Là, il y a Pierre Azéma qui dit donc les Seriatos, Stylo, Montipora, Digitata, certains accros sont des coraux dits shallow, donc lumière à fond et brassage à fond. Exactement. Le stylophora, ça aime bien être brassé un peu, hein, ça fait des grosses branches. Le Possiliopora, tout ça, bon ben voilà, ça c'est que les coraux. D'ailleurs, les Possiliopora rose bonbon, les Milka, tout ça qu'on avait il y a quelques années sous LED, c'est fini, hein. Ça dépend des LED. Ça dépend des LED, mais c'est difficile d'avoir du Tenuis Homebreaker bien mis en valeur à côté de Stylophora Milka. C'est l'un ou c'est l'autre. On ne peut pas avoir les deux, quoi. Le Homebreaker, ouais, il a Ah trois couleurs, ben, non? bah ouais, il a trois couleurs. Si Oh. on met pas de bleu, il est gris, hein, il n'est pas beau, hein. Sous Hmm. blanc, il n'est pas beau. Ouais, Donc ouais, c'est toujours. Mais en même temps, c'est bien, quoi, parce que c'est bien qu'on change un peu de coraux, quoi. C'est-à-dire que voilà, les LED, ça a quand même apporté, apporter une diversité au niveau corallien qui est. Enfin, les espèces de coraux qu'on tenait sous HQI, c'est plus les mêmes qu'on tient sous LED. ouais. Ça a changé quand même. Hmm. Est-ce que tu connais un produit qui s'appelle Acroglow? Non. Bah, Non. tu sais, moi, le problème, c'est que j'ai pas accès à grand-chose ici, quoi. Même Hmm. mes acides aminés, mes nourritures, mes acides aminés, on les fait nous-mêmes. Ah oui? J'ai pas un magasin, j'ai pas un site internet qui va m'envoyer des produits aquariophiles facilement. Puis en plus, on a besoin de grosses quantités, donc c'est toujours compliqué, quoi. Hmm. Mais donc voilà, donc j'essaie toujours de fabriquer mes produits moi-même, quoi. Et t'en mets, oui, les acides aminés, t'en mets avec Oh, ben, parcimonie, j'ai une j'imagine. recette, Hmm. on met des comment on appelle ça en français déjà? Yeast, c'est quoi déjà en français? Des levures. On fait un mélange de levure et d'acides aminés et de vitamines, et puis on distribue ça tous les 2 jours au coraux. Ah ouais. Hmm. Ben ouais, ça nourrit l'écumeur aussi, mais ça fait du bien à quelques coraux, quoi. Hmm. Si on veut qu'ils pondent il faut bien les nourrir. Hmm. Euh,
Tu voulais qu'on parle de quoi autrement? Je ne sais plus là. Et il me semble qu'il y avait eu des questions sur ce qui se passait en Australie, quoi. Ah oui. Donc, Vincent, qu'est-ce que tu penses de l'interdiction d'export des LPS australiens, des 5 espèces? Alors, voilà, il me semble, j'ai regardé une vidéo avec Boris de Récif Atom là, sur Récifal News, où bon, il râlait, mais il faut comprendre comment ça se passe, quoi. Euh, en Australie, les quotas de coraux de collection en Australie, comme c'est une pêche, ça a toujours été organisé par le département des pêches, et donc ça a toujours été en kilos, comme si on pêchait de la dorade et du merlu, quoi. Donc ça a été toujours basé, bon voilà, sur une pêche, voilà, tant de kilos, tant de tonnes, et donc les collecteurs, ils achètent des quotas, ils achètent des permis de collecte à la tonne. Donc chaque année, ils achètent 5 tonnes, 10 tonnes, 20 tonnes, 50 tonnes. Je crois que Non, des tonnes de scolie, des tonnes Alors d'infantomates. voilà, c'est ça le problème de l'Australie, c'est qu'il n'y avait pas de quota à la pièce au niveau des espèces. Donc c'était voilà. Alors sur les quotas, il y avait une partie des quotas, c'était réservé pour Acropora. Il y avait une partie des quotas, c'était réservé pour des coraux mous, et une partie des quotas pour tous les coraux qui poussent un peu plus lentement. Voilà, donc c'était séparé en trois. Mais donc à chaque fois que le collecteur il arrive au port, il appelle un numéro, une messagerie vocale, et il tape combien de kilos d'Acropora il a, combien de kilos de coraux mous il a, et combien de kilos à peu près. Voilà. Après, il doit rester au port et ils peuvent venir le contrôler. Voilà. Et après, quand il demande ses permis export, aucune information est vérifiée, aucune information est croisée. Et donc voilà, il demande, il dit bon voilà, de toute façon j'ai connecté mes coraux, je veux un permis avec tant de pièces de scolie, tant de pièces de ça et de ça et de ça et de ça. Donc c'est ça qui avait pas de sens en Australie, c'est que les coraux étaient collectés au kilo, mais ils étaient revendus à la pièce. Donc du coup, aucun moyen de contrôler et de tout vérifier le long de la chaîne. Donc, le SRG, donc le Scientific Review Group, donc européen, donc euh, les scientifiques européens ont demandé des informations aux Australiens. Le problème, c'est que pour pouvoir répondre à ces questions-là, Mhm. ça demande beaucoup d'argent parce qu'il faut organiser des expéditions scientifiques et prouver que les chiffres, enfin le nombre de coraux qui est collecté, sont faits de façon Ouais. sustainable, que ce n'est pas détrimental, etc., etc. Donc ça demande des fortunes. Et l'association des collecteurs australiens avec le département des pêches dans le Queensland, ils ont fini par s'adapter. Et pour certaines espèces, donc les scolimia, les micromoussas, il y a les Euphilia ancora, les Euphilia grabescens. Ouais. Il me semble qu'il y a que ça. Donc pour ces espèces-là, ils ont mis des quotas à la pièce. Ah oui. OK. Donc le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que par rapport aux quotas qu'ils ont mis à la place, ils en avaient exporté déjà plus que les quotas qu'ils avaient établis. Donc, ils ont stoppé. Donc, du coup, c'est pour ça que pour l'instant, les collecteurs australiens ont le droit de vendre ce qu'ils ont déjà collecté, ce qu'ils ont en stock, mais ils n'ont plus le droit de collecter en ce moment euh, de Scolimia, de Lordoensis et de Filia. Ils n'ont plus le droit d'en collecter, ils ne peuvent vendre que ce qu'ils ont en stock. Mhm. Bon, Donc, voilà, après, mais il faut dire qu'en comment c'est Australie, contrôlé, ça, c'est une autre histoire. c'est toujours des coraux sauvages. C'est toujours des coraux sauvages. C'est jamais de la coralliculture, hein. Ben, le problème de l'Australie, c'est que enfin, sur la grande barrière de corail, faire de la coralliculture, ce serait extrêmement coûteux parce que ben, il y a beaucoup de cyclones. Ah oui. Euh, nous, on a la chance d'être sur des îles, hein, donc il y a toujours un côté de l'île qui est un peu plus protégé que l'autre. Il y a toujours des baies abritées, il y a toujours moyen. Alors que sur l'Australie, ils ont des cyclones. Nous, on n'a pas de cyclone ici, on n'a pas de typhon, on n'a pas de cyclone. Alors qu'en Australie, ils ont régulièrement des cyclones. Donc ce serait un peu compliqué quoi, de faire de la coralliculture. Et en plus, les récifs sont loin du bord. Donc du coup, au niveau essence, quoi, ça coûte une fortune d'aller sur les sites collectés. Donc Donc, ça veut dire que quand les gens achètent de l'australien, en principe, ils achètent du sauvage. ah ben, il y a que du sauvage en Australie. Hein, il y Ouais. a Et pas de... est-ce que à ta connaissance, il y a des fermes européennes qui cultivent de l'australien?
Des fermes européennes, oui. Bah alors, j'imagine qu'il y a des souches, il y a des souches de, il y a des gens qui cultivent du strawberry shortcake. Il y a des souches de coraux australiens qui sont cultivées. De D'accord. l'équinata, je suis sûr qu'il y a des gens qui arrivent à les maintenir et à les cultiver. Euh, voilà. Par contre, sur du scolimia, alors l'année dernière, il y a Horniman Museum, donc à Londres, qui a réussi et un exportateur australien, Monsoon, qui ont réussi à faire pondre des scolimias. Et de là à ce que ce soit fait de façon commerciale, ça va demander quelques années quand même, quoi, Il me semble que j'avais vu passer un post de Jamie Ouais, Craig. Jamie Craig. Il a Jamie fait Craig, pondre, il a il a réussi. fait Ils ont pondre ce été deux en truc-là. même temps. Deux en Ouais, même c'est temps, ça, ce qui est c'est ça. hallucinant. Ouais, ouais. Un en Australie et un à Londres. Donc, ils ont réussi à les faire pondre. Ils ont des petits. Voilà, après, donc c'est pour ça que les collecteurs australiens ont plus mis l'accent sur la reproduction sexuée, parce que ça s'est fait à terre, donc dans leur structure, ils peuvent réserver un petit coin de leur structure pour faire de la reproduction sexuée. Donc ils préfèrent investir dans de la reproduction sexuée plutôt que dans la culture en mer. Mais Ouais, ça, c'est vraiment par rapport à leur site, c'est vraiment par rapport à des problèmes locaux, quoi. C'est-à-dire, c'est par rapport à la ouais. structure du riff lui-même et les structures géographiques C'est plus et facile de physiques du faire une riff. mine de charbon à côté de la Grande Barrière de Corail que de faire une ferme de coralliculture. Exactement, Hein, c'est ça en gros. Hein. exactement. Oui, Ouais. oui. Non, non, Bon, oui, puis ça rapporte. ça rapporte peut-être un peu plus le charbon aussi. Hein. Voilà, donc en plus, l'autre problème qu'il y a en Australie, c'est que ben, c'est le parc marin de la Grande Barrière, et donc c'est extrêmement régulé. Que pendant des années et des années au sein de la Grande Barrière enfin les Australiens, ils ont cette philosophie que il faut pas toucher aux animaux, il faut pas importer d'espèces étrangères, il faut pas. Donc ils ont toujours été donc par exemple un corail qui est collecté en mer, il ne peut pas être ramené en mer, Pourquoi? il ne peut pas être déplacé. Parce Ah qu'ils bon? estiment que si on le déplace, il y a un risque qu'il amène un parasite ou une bactérie ou un virus à un autre Et, endroit. Et que, voilà, donc ils sont toujours été dans cette philosophie-là. et à côté de ça, ils te foutent une mine de charbon. Oui, bon, mais ça, après, c'est économique, quoi. Ouais, ouais, non, mais. Mais voilà, donc au niveau des animaux, ils ont toujours eu cette philosophie, ils sont un peu traumatisés, quoi. Il n'y a que depuis quelques années qu'ils autorisent, euh, pour des projets scientifiques, pour sauver la Grande Barrière, de faire pondre des coraux en laboratoire et de les réimplanter en mer. Mais il y a 10 ans, c'était impensable, ça. Est-ce que les coraux australiens, est-ce qu'on les retrouve en Polynésie? Alors, le problème, c'est que plus on s'éloigne de l'Australie, enfin, plus on s'éloigne du corail de triangle, Philippines, Indonésie, Malaisie, jusqu'aux îles Salomon, moins il y Mhm. a d'espèces. Ah, d'accord. Donc, en fait, la Polynésie, c'est le parent pauvre des coraux, quoi, parce que c'est là où il y a la diversité. Alors, j'ai pas de chiffre exact, hein, il faudrait que j'aille rechercher, mais la diversité est beaucoup moins élevée qu'en Indonésie. Pour en revenir aux récifs qu'ils ont découverts, enfin, Mhm. dont on a vu quelques belles photos récemment, voilà, un récif comme ça en Indonésie. Des récifs en Indonésie à 40 mètres de profondeur, entre 40 et 80 mètres de profondeur, il y en a des tonnes. Ouais, Mais par contre, ça ressemble aucunement ce qu'on voit là-bas, quoi. Il y a plus d'espèces, il y a plus de diversité, il y a plus de compétition, il y a plus de. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas une espèce qui va prendre le dessus sur tout le reste, quoi. Donc c'est vrai que ouais, tous ces coraux, là, ces roses qu'on voit partout à perte de vue, enfin, c'est photogénique quand même, quoi. Ça donne ouais, très ouais. joli, quoi. Mhm. Alors qu'en Indonésie, il y aurait plus de gorgones, il y aurait plus d'éponges, il y aurait plein de coraux de formes différentes. Ce serait très différent. Ouais. Là, il y a Patrick qui dit on n'arrive plus à tenir les Indos ici dans le sud, et il habite dans le sud de la France. Est-ce que tu penses que c'est lié à la température moyenne de l'eau? Alors oui, j'ai toujours mis l'accent dessus, c'est qu'en Australie, l'eau est plus fraîche qu'en Indonésie. Quand, enfin, entre 26 et 28, les coraux australiens ils sont déjà stressés. Au-delà de 28, ils blanchissent. D'accord. Bon, ça, il faut déjà le savoir, quoi. Mhm. Et en plein été, l'été en France, ça descend à 18-20 degrés. Ok.
notamment sur les récifs où il y a les strawberry shortcake, tout ça, qui Ça, sont à tu parles, l'extérieur, tu quoi. parles de l'Australie, là, hein? Je parle de l'Australie. Ouais, Alors qu'en Indonésie, bah, moi, mes coraux à 30, 31, 32, ils commencent à être stressés à partir de 33, quoi. d'accord. Donc, ça veut dire que tu achètes de l'Australien fraîchement importé, il sort d'une eau à 18 degrés, tu le mets dans un bac à 26, il claque. Exactement. D'accord. Donc c'est pour ça, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que les coraux indonésiens, bon déjà c'est de la mariculture, donc les fermes elles sont à 1 heure, 2 heures de route des fermes d'exportation. Donc les coraux sont pas trop stressés quand ils sont dans les zones d'exportation, donc ils arrivent mieux, quoi. Alors qu'en Australie, ils vont les chercher à 4, 5, 6 heures de bateau. Après, ils font 4, 5, 6 heures de route, etc., etc. Après, il faut les nettoyer, les couper, etc., etc. Alors que voilà, les coraux indonésiens de mariculture, un petit coup de brosse, et puis c'est terminé, quoi. En une Ouais, heure plus tard, ils passent de la mer à l'aquarium en quelques heures. ouais. La température idéale d'un aquarium, c'est autour de 24-25? Ah ben, c'est toujours pareil, quoi. C'est une Moi, mes question. coraux, je les garde à 26. Ouais, non, Voilà, parce que c'est. c'était une question, donc, hein. Voilà, moi je les garde à 26 parce que c'est que de l'indonésien et que les coraux indonésiens sont habitués. Si je devais mélanger et garder des coraux australiens, ouais, je serais entre 22 et 24. D'accord. Et à 22-24, les coraux indonésiens se porteront bien, hein. 22-24, oui, parce que toi, ça baisse aussi de temps en temps, quand même, hein. Et nous, bah, nous, ça baisse un peu, mais des eaux un peu plus fraîches, ça ne les dérange pas trop, Ouais, quoi. Julien, Vincent, il est à Bali. Ah, c'est ça, Vincent? Oui, je suis à Ouais. Bali, ouais. Il demandait où t'habitais. Ouais. Euh, et il a des chambres de dispo, d'ailleurs, il fait un gîte. C'est combien la chambre, t'avais dit? C'est 200 Non, non, dollars la non, nuit. l'écoutez pas, Et l'écoutez 200 pas. dollars la nuit, et vous pouvez visiter les fermes, faire les changements d'eau, plonger avec Vincent, enfin voilà. Mais On vous 200 donnera dollars une la brosse nuit. à dents pour, Voilà, 200 pour brosser dollars, et du il vous corail. fournit la brosse à dents pour gratter les coraux. Hein, c'est ça que tu avais dit, hein? Ouais. 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 Bah, tu vois, il y a Julien Borde, là, ça y est, il arrive. Il a pris son billet d'avion, il arrive. Donc, prépare sa Ouais, ouais, piole. ça y est, ça reste compliqué, mais il commence à Ah, ouvrir les portes. il y a Ty aussi, tu sais, la vedette de YouTube, Ty Dancer, Ouais, With Techniques, très excellente ouais. chaîne. Il arrive pour filmer ton truc. Donc, Et quand tu veux, avec plaisir. ouais, Avec plaisir. Facile. voilà. Est-ce qu'on a encore un autre truc à aborder, Vincent? Alors, j'ai pas suivi les questions, voir s'il y avait d'autres Non, mais là, questions. je regarde. Ah oui, là, hello Vincent, chez quel grossiste en Europe on peut retrouver tes pièces? Voilà. Euh, un peu chez De Jong, TMC, Guyenne. Voilà, il y en a quelques-uns. Nordiques. Ouais. Il y a quelques Italiens, quelques Espagnols, un peu partout, quoi. Tu travailles Alors, avec Carlo Botta, Fragario del Norte, le non, portugais? Non? non, non, non. Non. En Portugal, on travaille avec TMC. TMC, ouais. Ok, TMC, ils ont une structure au Portugal. d'accord. Bon, il y a Taï qui doit passer ses niveaux de plongée avant de venir te voir, donc Ah, ce serait mieux, hein, sinon c'est dommage, hein, même si c'est pas mal ici, il peut venir les passer ici, c'est plus facile et c'est beaucoup moins bah cher. là, chez toi, tu les achètes, les niveaux de plongée, tu les passes pas, non? Oui, mais s'il les achète, il vient pas plonger avec moi. C'est ça le truc, c'est que moi je suis pas instructeur de plongée, donc je travaille sous l'eau, donc je, je donne pas des cours de plongée. Ok, est-ce que vous avez encore... Tiens, ça y est, il se marre. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Ou est-ce qu'on peut comment, prendre l'hostie après la messe? C'est ça, hein? Voilà, ça va être l'heure de On va distribuer les petits gâteaux l'hostie apéro. et le sang du Christ. Ouais. Donc là, pour la suite, lundi 21, on se fait une soirée avec Xavier Assema et Tai, où on va tâcher de répondre à vos questions. Enfin, eux, parce que moi, je suis incapable de répondre aux questions. Et donc le 24, là, je vais lever un peu le voile. On aura vraisemblablement Laetitia Edouin, la patronne du CRIOB, en direct Ouais, de Montréal, qui nous parlera de leurs recherches sur les coraux. Donc ça nous changera un petit peu des aquariums, mais ça va être, je pense, un truc assez passionnant.
Mm. Donc le 24, en principe, c'est le criob. Il faut que je continue de booker ça avec mon fils qui est là-bas. Et puis ben voilà quoi. Hein. Monsieur Chalias, je te laisserai Merci. bien. Je te remercie. C'est toujours un plaisir. Et on se Bon fait le truc. dimanche. Ouais, et on se fait le truc dont tu m'as parlé quand tu veux. Je suis à ta Ça marche. disposition. Je vais le Ok? préparer. Ok, Ça donc roule. retenez bien, 150 balles la piole et vaisseau ça en danger. Hein. Salut mon Vincent, à Venez avec votre bientôt. diplôme. Ouais, Ça venez avec le marche. diplôme. Salut Vincent, merci Salut. beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, Salut. ciao.